Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui vous parle de l'innovation et du monde numérique. Dans ce monde, les algorithmes et l'intelligence artificielle au sens plus large du terme s'imposent de plus en plus dans les décisions qui sont prises à la fois au quotidien mais également en entreprise et demain dans les systèmes critiques. Comment s'assurer que ces IA, ces intelligences artificielles prendront les bonnes décisions? Comment s'assurer d'une IA de confiance, fiable, sécurisée, éthique? L'idée d'un label fait son chemin au niveau européen. Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui dans Smart Tech. Autre sujet à la une, nous parlerons de l'euro numérique avec les projets qui progressent. On aura en plateau deux experts de la Banque de France et un des 5 acteurs qui ont été choisis pour mettre en avant ce premier prototype d'euro numérique. Quelles sont les avancées, mais quels sont aussi les intérêts de cette monnaie numérique de l'Union? On en parle donc dans notre Tech Talk aujourd'hui. En deuxième partie, on parlera des femmes dans la tech et des femtech même en particulier. Et on conclura par notre chronique Où va le web? Mais d'abord, donc, interview autour de l'IA de confiance avec l'idée de la création d'un label. Sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui, Nathalie Aufovre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, et Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de Worldline. Tous les deux, vous allez nous aider à comprendre un peu mieux où on en est sur l'euro numérique, ce projet de monnaie numérique au niveau de l'Union européenne. Quelles sont les avancées, mais aussi quel est l'intérêt? Et puis on va pouvoir réagir aussi aux premières polémiques sur le sujet. Mais d'abord, je propose que l'on écoute Juliette Mattioli à propos de confiance.ai. Bonjour Juliette Mattioli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une figure de la recherche dans l'industrie, l'une des références même françaises en intelligence artificielle, notamment présidente du Hub Data Science et Artificial Intelligence du pôle systématique Paris Région, qui est un pôle de compétitivité. Experte senior en intelligence artificielle pour Thales et à ce titre aussi membre du comité de pilotage de confiance.ai, donc où vous représentez Thales. Quelques mots juste sur confiance.ai, donc programme de recherche technologique porté par un collectif de 13 partenaires industriels et académiques français. Votre idée donc c'est de concevoir cette IA de confiance que l'on va pouvoir utiliser les yeux fermés dans les systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est une IA de confiance ? Alors, une IA de confiance, c'est une IA qui respecte certaines propriétés. La première, c'est qu'elle soit valide. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit faire et seulement ce qu'elle doit faire. Elle doit être explicable, puisque en général, on l'utilise pour de l'aide à la décision. Donc, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi elle est arrivée à ce résultat. Elle doit être conforme à la législation, c'est-à-dire responsable, donc conforme à la législation, à la standardisation, à l'éthique, mais aussi, si on veut le mettre dans un système critique, à tout ce qui est les processus de certification et d'homologation. Et surtout, elle doit être robuste aux cyberattaques, puisqu'on sait qu'une IA est fragile et qu'elle peut être attaquée par une autre IA. Et dans un système industriel, c'est au-delà d'une question de cybersécurité, c'est une question de sûreté. Donc assez vital, je dirais, comme sujet. Est-ce que tout le monde s'entend sur cette définition que vous venez de nous donner autour de l'IA de confiance? Alors, l'objectif en particulier du programme national, du grand défi national de l'IA de confiance, ou plutôt comment sécuriser, certifier des systèmes critiques à base d'IA. L'objectif, c'est vraiment d'apporter des méthodes, des outils et pour pouvoir embarquer de l'IA dans les systèmes critiques. Et quand on parle de systèmes critiques, on parle de systèmes dont la défaillance a un impact sur les vies ou sur les biens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'IA dans ces systèmes critiques ? Alors, pas au niveau de la composante safety critical, c'est-à-dire pas au niveau de la sûreté. Il peut y avoir, par exemple, de l'IA dans un avion. On le voit, par exemple, sur les systèmes de recommandation des films à bord. Mais pour le contrôle de la trajectoire d'un avion ou pour des choses plus critiques, on n'a pas encore passé cette marche. Il faut pouvoir le certifier. Donc très concrètement, ça va prendre quelle forme l'aboutissement, je dirais, du programme Confiance.IA? C'est la création d'une plateforme de normes?
Alors, l'aboutissement, il est multiple. Le premier, c'est de donner des méthodes, des outils, donc de donner à tous ces industriels qui font des systèmes critiques et qui font partie du projet un atelier de développement qui permettra de qualifier, vérifier toutes ces nouvelles fonctions que l'on développera à base d'IA. Ça veut dire aller au-delà de ce que l'on voit dans l'industrie qu'on appelle MLOps, donc c'est des ateliers pour développer des modèles de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Là, c'est vraiment pour offrir une plateforme qui permettra de développer et d'outiller toute la chaîne des données, donc de l'ingénierie de la donnée, tout au long de son cycle de vie, y compris en opération. C'est des outils et des méthodes pour concevoir des méthodes robustes, de les monitorer au fur et à mesure de ces opérations. C'est des outils pour pouvoir expliquer, et ça aussi bien aux développeurs qu'à l'utilisateur, qu'au certifieur, donc à l'auditeur. C'est aussi des méthodes pour embarquer ces systèmes, alors à la fois pour l'embarquabilité, mais aussi pour contrôler la safety, et ça au niveau système et pas que algorithme. Et quel est l'intérêt de réunir des industriels autour de ce sujet? Est-ce que ce n'est pas une question que chacun peut aborder en fonction de son besoin ou de son système critique industriel? Nous sommes arrivés fin 2019 à la conclusion que tous ces systèmes critiques avaient les mêmes besoins et que c'était surtout si on voulait embrasser l'ensemble de l'IA et pas que l'apprentissage, donc l'IA dirigée par les données, mais aussi l'IA des connaissances ou l'IA hybride, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire seul. Et c'est pour ça qu'il y a eu le collectif de Confiance IA qui regroupe tous ces industriels. C'est Confiance AI AI, pardon. Parce qu'il y a un Confiance IA qui est en train de se créer aussi du côté du Canada. Oui. Et donc, le programme Confiance AI regroupe ces industriels dans des domaines différents, puisqu'il y a des domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de la santé, qui se sont regroupés pour pouvoir mettre en place toutes ces méthodes. Et là, pour l'instant, donc c'est un collectif 100% français, franco-français. J'imagine que l'objectif, c'est d'ouvrir au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps de cette ouverture? Est-ce qu'il y a un risque à embarquer trop de personnes, ou trop d'entreprises, trop d'industriels en même temps sur ce sujet, de finalement pas réussir à faire sortir une norme, un standard simple à appliquer? Pourquoi ce choix d'abord français? Alors, je pense que le choix français est venu d'abord parce que, suite au plan Villani, les industriels français se sont rendus compte que l'IA pour l'éthique ou la recherche, ce n'était pas suffisant, il fallait aller un cran plus loin. Donc, on a fait ce constat début 2019 et là-dessus, la France était précurseur. Donc on initie le mouvement. Donc on a initié le mouvement et avec de beaux résultats puisque ça fait maintenant 20 mois que le programme avance. Mais avec l'arrivée de l'AI Act européen, il va falloir que l'Europe prenne en compte cette réglementation qui va arriver, et en particulier sur les systèmes dits à risque, donc les systèmes critiques. Et alors comment vous allez pouvoir intervenir dans les discussions qui se font en ce moment à la Commission européenne? Alors on intervient sur plusieurs axes. La première, c'est qu'il y a eu un accord qui a été signé au moins franco-allemand pour pouvoir travailler sur un label commun sur l'IA de confiance et responsable. On intervient dans le cadre du programme au niveau de la standardisation. Donc on travaille aussi pour pousser des éléments sur la standardisation de l'IA de confiance et pour aller vers les smart standards. Quand vous nous parlez de ce label, donc un label qui pour l'instant se joue entre ce consortium français et l'association qui représente, qui fédère la plupart des industries allemandes, vous pensez mettre quoi dans ce label? Qu'est-ce qu'il va embarquer et quelles seront, je dirais, les contraintes qu'il faudra respecter pour l'obtenir? Alors ce label va être un peu comme le label et les notes que l'on a au niveau d'un système au niveau de la consommation énergétique. C'est-à-dire on donnera des notes
D'accord. pour dire on est classé A pour la confiance, B, C, etc. En fonction de critères qu'on est en train d'établir qui vont de la sûreté, de la robustesse, de l'explicabilité, de pas mal de critères comme ça. Alors, ça, c'est un premier pas. L'objectif de ce label, c'est lequel? C'est de réussir à certifier un maximum d'industries pour créer une IA de confiance globale au sein de l'Union européenne? C'est d'en faire un standard, véritablement une norme internationale? Alors, c'est une première étape pour aller vers la standardisation, puisque ça s'intéressera qu'à certaines dimensions de l'IA de confiance. C'est aussi une contribution vers la certification, mais chaque domaine d'application a ses processus de certification. On ne certifie pas de la même façon un véhicule autonome dans l'automobile qu'un avion, qu'un train autonome. Donc ce label IA de confiance, il sera réservé juste au monde industriel et au système critique. On ne pourra pas l'appliquer dans d'autres domaines. Non, Domaine de la finance, par exemple. On pourrait largement l'appliquer dans le domaine de la finance. Je pense que les problématiques sont les mêmes. Bon, eh bien, merci beaucoup, Juliette Mathioli, de nous avoir ouvert les yeux sur la création en cours de ce label autour d'une IA de confiance. Je rappelle que vous êtes senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales et représentante de Thales au comité de pilotage de confiance.ai. C'est l'heure justement d'enchaîner avec notre discussion sur un autre sujet de confiance, celui autour de la monnaie, un sujet hautement régalien. On en parle avec Nathalie Auffauvre et Marc-Henri Desportes dans le Tech Talk. Dans le Tech Talk aujourd'hui, on parle de cet euro numérique, la monnaie numérique de l'Union. Où en est-on sur les projets, les acteurs, puisque la BCE a fait part de ses choix de partenaires privés. 5 ont été choisis en cette rentrée 2022 pour développer un prototype, avec une surprise, on va en parler, mais aussi des questions que j'ai à poser à mes invités pour vous. Nathalie Auffauvre, merci d'être avec nous, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. La Banque de France fait évidemment partie du projet de l'euro numérique, mais plus largement de cet eurosystème, système fédéral qui regroupe la BCE, la Banque centrale européenne, mais aussi les banques nationales européennes. À côté de vous, Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de World Online, entreprise française mais acteur mondial. Dans les paiements, vous êtes un partenaire technologique, vous, pour les commerçants, pour les institutions financières. Et en septembre, World Online, votre entreprise, a été choisie par la BCE pour développer ce prototype d'interface utilisateur pour l'euro numérique. On commence à arriver donc à quelque chose qui va devenir très concret pour nous tous. Et restez avec nous en plateau, Juliette Mathioli, senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales, représentante de Thales au comité de pilotage de confiance.ai. Vous pourrez évidemment interagir, peut-être poser des questions à nos experts. Cette fois, c'est votre tour, Juliette. Alors, première question. Donc, la BCE qui a révélé les 5 acteurs privés qui vont travailler sur ce prototype d'euro numérique. On retrouve dans ces 5 acteurs la banque espagnole CaixaBank, le spécialiste des paiements électroniques italien Nexi, l'organisation European Payment Initiative, et puis World Online et Amazon. Est-ce que pour vous, également, ça a été une surprise de trouver un acteur américain dans ce travail de prototypage de l'euro numérique? Worldline. C'est les vieux souvenirs, World Online, c'est autre chose. C'est le signe d'un certain angélisme européen, effectivement, d'une volonté d'ouverture qui nous distingue, peut-être qui nous honore. C'est vrai qu'en tant que champion européen, on est content qu'il y ait une très nette majorité d'acteurs européens dans ce choix de prototype. Du côté de la Banque de France, ça fait partie des choix qui ont été soumis. Comment vous avez accueilli cela ? Alors, c'est une décision qui a été prise par l'équipe projet de la Banque centrale européenne. Donc, comme c'était une sorte de compétition, c'est vraiment la décision a été prise par la Banque centrale européenne sur la base d'un certain nombre de critères. Donc l'objectif était d'avoir des expérimentations un peu différentes les unes des autres pour enrichir notre connaissance du projet, de ce qui est le mieux à faire. Donc je crois que l'objectif a été d'avoir un panel d'entreprises avec des horizons différents pour qu'on puisse enrichir notre expérience et définir ce qu'il y avait de mieux à faire. Il faut bien voir que là, il s'agit d'un prototype. Ça n'engage absolument pas l'avenir sur la façon dont nous ferons l'euro numérique et avec qui nous le ferons.
Voilà. Donc, c'est vraiment une Et à phase... ce moment-là, vous pensez que seront exclus les non-européens ? Pas forcément, on doit respecter la loi, mais on a un objectif très important au niveau de ce projet d'euro numérique, c'est de défendre l'autonomie européenne en matière des paiements, puisqu'on est fortement et de plus en plus dépendant de grands acteurs étrangers. D'ailleurs, on a pensé à réfléchir à ce projet-là parce qu'arrivaient ce qu'on appelle les big tech dans le monde des paiements. On a déjà des acteurs très puissants comme Visa, Mastercard, mais on a aussi des big tech qui arrivent. Donc, l'objectif de l'euro numérique, c'est aussi d'assurer la souveraineté européenne des paiements. Donc, c'est forcément une considération que nous aurons dans le montage final de ce projet. Très concrètement, là, sur cette phase de prototypage, ça veut dire que vous allez devoir travailler tous les 5 ensemble ou en compétition ? On travaille tous les 5, chacun sur un domaine bien identifié. Donc on n'a pas de problématique de compétition parce qu'on est sur des domaines différents. Et on n'a pas non plus de problématique d'interconnexion. Chacun doit dérouler en fait son prototype pour qu'il fonctionne à part entière. Et ça permet aux acteurs dans les banques centrales d'estimer dans cette phase d'investigation si ces prototypes laissent entendre que les technologies s'adaptent bien au cas d'usage et apportent un vrai plus d'utilisation, une facilité. Vous pouvez juste nous préciser qui fait quoi alors parmi les 5 ? Je ne saurais pas vous indiquer de mémoire exactement chacun d'entre eux. Pour notre part, nous faisons le paiement hors ligne, donc qui est la partie, je dirais, technologiquement la plus complexe. Pourquoi ? Parce que hors ligne, ça veut dire que vous devez faire un paiement de pair à pair, donc de personne à personne, sans connexion réseau. Donc il faut s'appuyer sur les technologies. Quel cas concrètement ? Si je vais chez un commerçant ? Alors, ça peut être... là, le cas est peer-to-peer, donc c'est entre 2 personnes. Mais après, là, une fois que ça fonctionne entre 2 personnes, on peut facilement envisager l'extension aux commerçants. Mais vous êtes donc face à une personne que vous connaissez, auquel vous voulez donner des euros digitaux. Et quand bien même vous n'avez pas de connexion réseau, vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas bon, vous voulez pouvoir passer le paiement d'un téléphone à un autre téléphone et il faut que le système fonctionne. Parce qu'en fait, on cherche à avoir, et ça distinguera l'euro digital, une facilité d'usage qui est à peu près celle des pièces et monnaies dans le monde physique et celle des paiements électroniques existants, des virements, des paiements cartes dans le monde numérique. Alors là, c'est très bien. Donc, est-ce que cet euro numérique est amené à se substituer justement à la monnaie classique que nous utilisons aujourd'hui ? Non, nous continuerons bien sûr d'émettre des billets et des pièces, mais on voit que On est sûr que ce n'est pas la fin du cash, l'arrivée de l'euro numérique. C'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent comme instrument de paiement. Donc, c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Dans les pays d'Europe du Nord, on utilise déjà très peu le cash aujourd'hui. Donc, les gens utilisent des paiements par carte, des virements. En Allemagne, on utilise énormément le cash. Donc, notre objectif, c'est pas du tout de supprimer le cash. C'est aux citoyens de décider quelle forme de monnaie ils veulent utiliser. Mais on voit qu'ils ont une attente pour des paiements de plus en plus numériques. On voit la façon dont ils ont adopté le paiement sans contact, par exemple. Donc, ça fait des centaines d'années qu'on offre le billet de banque sous forme papier. L'économie se numérise. Donc, il nous semble logique de réfléchir à la possibilité d'offrir une autre forme de moyens de paiement numériques, en plus du billet de banque et des pièces. Comment il s'appellera cet euro numérique ? Le digital euro Alors, en anglais, parce qu'on est quand même dans une langue commune, effectivement, son petit nom, on l'appelle le Digital Euro. Et ce sera son nom définitif ? Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Non, mais c'est-à-dire que c'est l'euro. Ce n'est pas une autre monnaie. Ce sera l'euro. L'euro que vous utilisez tous les jours, qu'on a sur notre compte en banque, qu'on a dans notre portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter de différent ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus ? Puisqu'on a déjà plein de solutions de paiement électronique. On a déjà beaucoup de solutions de paiement, donc il apportera s'il est facile d'utilisation et s'il permet d'apporter une certaine valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on travaille et que cette phase d'investigation est importante pour bien identifier les cas d'usage. Mais ce sera aux citoyens vraiment de décider et il nous semble important que les citoyens puissent avoir une expérience utilisateur, puisque c'est le mot utilisé aujourd'hui, simple, et qui lui permettent de faire des paiements à tout moment, des paiements instantanés à tout moment dans l'ensemble de l'Europe pour de nombreux cas d'usage, comme ils le font avec le cash. Et après, c'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent utiliser. C'est une forme alternative des moyens de paiement offerts par les banques et qui vient en complément. Donc, il devra trouver sa place dans l'écosystème.
Mais on aura certainement un objectif d'inclusion numérique et financière, de manière à ce que ce soit accessible à tous les citoyens, avec probablement un service de base qui sera gratuit. Parce que vous travaillez vraiment sur cette question, vous êtes sur l'interface utilisateur chez Worldline. Donc, comment vous allez faire en sorte que cet euro numérique vraiment apporte un bénéfice utilisateur ? Aujourd'hui, on ne voit pas très bien. On se dit finalement que cet euro soit numérique ou pas, je peux faire des paiements électroniques en euros. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui que je pourrais faire demain avec cet euro numérique ? Alors, effectivement, le défi de cet euro numérique, c'est que son projet, c'est de venir en plus, pas de venir se substituer. D'ailleurs, je crois que la Banque Centrale Européenne a dit qu'il devait avoir du succès, mais pas trop de succès. Donc, il n'a pas vocation à effacer ce qui existe aujourd'hui. Et en plus, il doit être d'une certaine façon assez discret, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à peu près aucun des personnes que vous croiserez dans la rue ne connaît la différence entre monnaie de banque centrale et monnaie de banque commerciale. Pour lui, c'est la même chose. Et demain, ça a vocation à rester la même chose. Donc ça fait partie des défis. Il doit venir en plus et pas être vécu comme quelque chose de fondamentalement différent. Donc pour qu'il ait du succès, il faut qu'il y ait deux paramètres pour moi, deux conditions. Mais quoi essentielles. de plus ? Que peut-il apporter de plus ? Une certaine facilité d'utilisation. Donc avoir réfléchi, donc c'est notamment nous ce qu'on voit à travers le prototype sur lequel on travaille, avoir réfléchi à apporter une facilité d'utilisation, une simplicité, une richesse de cas d'utilisation qui est un peu plus importante. Vous pouvez nous citer un exemple ? L'exemple, c'est celui sur lequel on travaille, c'est le paiement hors ligne, c'est la possibilité aujourd'hui, si vous voulez faire un virement instantané, si vous êtes hors ligne, c'est impossible. Si vous voulez payer chez un commerçant et que son terminal de paiement est déconnecté, vous ne pouvez pas opérer ce paiement. Et donc, vous revenez sur le cash physique. Là, vous aurez un moyen numérique qui aura cette dimension additionnelle. Et ça, cette technologie sur laquelle vous travaillez, elle pourrait s'appliquer à n'importe quelle monnaie numérique ou uniquement à l'euro ? Non, la question pourra se poser après, à terme, d'étendre son usage à d'autres cas de figure. Donc, je reviens à la question de la spécificité. Quel est l'intérêt sous-jacent de l'euro numérique ? Je pense qu'il est important pour nous que, par contraste, si on n'a plus du tout d'usage du cash, il y a quand même... il est important que la Banque centrale puisse participer à cet écosystème des paiements. Parce que c'est en assurant aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse convertir à tout moment entre la monnaie qui est sur les comptes en banque avec le cash, qu'on assure la confiance dans la monnaie. La confiance dans la monnaie, c'est un continuum entre l'argent qui est en cash, l'argent qui est dans votre compte en banque. Et d'ailleurs, on assure cette confiance parce qu'on assure la sécurité des banques en imposant qu'elles aient des exigences réglementaires pour qu'elles soient très solides. Et puis, on a aussi le cash et on peut changer. À tout moment, vous pouvez retirer de votre compte en banque du cash. C'est cette continuité et l'ancrage sur la monnaie émise de banque centrale qui assure la confiance dans l'ensemble du système. Donc on se dit que les économies vont évoluer de plus en plus vers du numérique et qu'il est important de continuer à être acteur de cet écosystème. On ne veut pas prendre une place trop importante. On veut laisser la place aux banques, mais on veut rester dans cet écosystème. Et je crois que c'est la façon dont on offrira ces services, la façon dont ils seront combinés effectivement avec les services de paiement offerts par les banques, qu'il trouvera sa place. Mais c'est un défi, effectivement, et c'est la raison pour laquelle on pense véritablement qu'il faut que ce soit simple d'accès et avec un nombre de cas d'usage suffisamment large. Par exemple, on commence à réfléchir sur comment avoir des services à valeur ajoutée, et là, ce seront aux banques et aux acteurs de l'écosystème de développer des services à valeur ajoutée par rapport aux services de base, si je puis dire, qui sera la mise à disposition de l'euro numérique, probablement via un portefeuille numérique qui sera alimenté à partir de votre compte en banque. Donc, il faut être clair, il ne s'agira pas d'ouvrir un compte sur les livres des banques centrales, pas du tout. Vous continuerez à avoir votre compte ouvert auprès de votre banque. Ça va rassurer les banques, là, ce que vous dites. Voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est très important. Donc, c'est bien les banques qui ouvriront d'ailleurs ce porte-monnaie électronique, qui permettront l'alimentation de ce porte-monnaie électronique, et les personnes pourront l'utiliser peut-être pour des usages très simples, comme l'argent de poche. Comme on utilise aujourd'hui le Bitcoin ou d'autres monnaies électroniques. Avec les risques qui vont avec. Alors que là, ce sera l'euro, notre monnaie. À quelle vitesse avancent les travaux ? Quelles sont les échéances qui vous ont été fixées ? Alors, les échéances sont relativement brèves parce que le prototype doit aboutir début d'année prochaine.
pour alimenter ensuite une réflexion qui débouchera sur une décision d'aller de l'avant au-delà de la phase d'investigation, et donc de mettre en œuvre cet euro numérique. Je crois que c'est en octobre 2023, donc dans moins d'un an maintenant. Est-ce qu'il y a des premiers utilisateurs qui vont pouvoir commencer à tester des transactions en euro numérique en 2023 ? Je crois que c'est l'idée, une fois que Ouais. les prototypes sont en place, de commencer à voir sur des cercles restreints un peu comment les choses se passent. Mais j'imagine que comme on est dans une phase d'investigation, on sera sur des usages extrêmement restreints, des cercles relativement limités. En fait, Sur- on voudra oui. tester, on voudra tester. On a mis en place des groupes qui permettront d'avoir un retour d'expérience de la part d'associations, d'utilisateurs, de citoyens, d'entreprises. Et c'est pour vérifier que ça correspond à des cas d'usage et justement que ça apporte la valeur qu'on souhaite. Mais on ne peut pas émettre l'euro numérique tant que le dispositif législatif n'est pas en place. Donc on va rester vraiment dans l'expérience, le test de la valeur apportée par ce prototype. Et justement, ça comporte des contraintes spécifiques, j'imagine, de travailler sur un prototype pour l'euro numérique et non pas n'importe quelle monnaie électronique. Oui, il y a un certain nombre de contraintes, mais je pense que pour le succès de l'euro numérique, le point le plus important, est ce qu'on va essayer de travailler, nous, dans le cadre de nos prototypes, et on sait que les autres acteurs de l'industrie ont un peu cette logique en tête, c'est de pouvoir appuyer cet euro numérique sur les systèmes qui existent aujourd'hui au maximum. Parce qu'on est en train de parler d'équiper des consommateurs et des commerçants. Donc on parle de centaines de millions d'un côté, de millions de l'autre. Donc on est sur des coûts qui sont à multiplier par ces chiffres. Si on invente des systèmes, des solutions qui sont radicalement en rupture par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, les coûts d'équipement vont être extrêmement élevés. Le coût du changement d'habitude va être une barrière à l'entrée qui va être très très difficile à franchir. Donc nous, notre point de vue, et c'est pour ça qu'on salue le choix d'acteurs comme nous-mêmes. Mais pas comme Amazon. Non, Amazon, je les vois plus. Je pense que la logique derrière le choix d'Amazon, c'est que c'est un consommateur comme étant une des plus grandes plateformes de commerce en ligne. Donc, quelque part, en consommateur de paiement en ligne, il va se familiariser avec la problématique d'être consommateur de ce moyen de paiement. Après, il ne sera jamais fournisseur. Je pense que la fourniture de systèmes de paiement électronique relève des acteurs du secteur. Et c'est assez intéressant d'avoir le point de vue de l'utilisateur, entre guillemets, comme commerçant. On a évoqué le Bitcoin très rapidement. On me dit oui, mais on n'aura pas le même niveau de risque qu'avec ces crypto-monnaies. Ça pose la question de l'infrastructure justement qui est choisie pour cette crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui, les spécialistes du Web3 s'entendent pour dire que justement, le Bitcoin aujourd'hui, c'est l'infrastructure la plus robuste. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être suivi, adopté, repris par la Banque centrale ? Alors, on aime bien faire la différence entre les crypto-actifs, d'ailleurs nous on ne les appelle pas vraiment crypto-monnaies, qui n'ont pas les qualités des monnaies. Donc on aime bien faire la différence entre les crypto-actifs, qui sont ces nouveaux actifs souvent très spéculatifs, comme le Bitcoin, qui n'ont pas du tout les qualités d'une monnaie, et la technologie. Donc la technologie sous-jacente, qui est donc la blockchain ou les registres distribués. Et totalement décentralisée. Totalement décentralisée. Mais c'est deux choses différentes. Déjà, je voudrais bien faire la distinction. Nous sommes plutôt neutres par rapport à la technologie. On n'est pas là pour supporter une technologie plutôt qu'une autre. Donc on va faire un choix technologique qui dépendra de l'ensemble du cahier des charges que l'on est en train d'élaborer en réfléchissant à ce design de notre euro numérique, les cas d'usage, effectivement le fait qu'on va servir des millions de consommateurs avec un très grand nombre d'acteurs dans l'écosystème. Et il n'est pas du tout évident que pour mettre en œuvre cet euro numérique, on ait besoin de la technologie de la blockchain. Peut-être nous l'utiliserons, peut-être pas. Ça n'est absolument pas nécessaire. Voilà, c'est très important de le dire. Ce qui est certain, c'est que ce sera basé sur du virement instantané. On veut mettre en place un mode de paiement qui assurera un paiement instantané. Mais on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la blockchain. Peut-être qu'on l'utilisera pour certaines parties où on trouvera ça intéressant. Et certainement aussi, on souhaite que ce soit une évolution ouverte, qu'on puisse intégrer la technologie au fur et à mesure qu'elle se produira. Mais d'une certaine façon, notre euro numérique sera, de ce point de vue-là, très différent des crypto-assets. Et je crois que sur le Bitcoin, il faut quand même rajouter qu'il est basé sur une technologie distribuée qui est un désastre environnemental absolu.
C'est-à-dire que Oh là, c'est- ouh là là, alors attention, là, vous ouvrez la boîte de Pandore, parce que alors, des débats sur le sujet, j'en ai fait plein. Et donc, c'est très discuté et discutable. Mais on va pas le rouvrir, parce qu'on arrive à la fin de notre débat. Donc, on va rester concentré sur le modèle de l'euro numérique. Non, mais j'entends bien que ça ne peut pas être un modèle, de toute façon, puisque à partir du moment où je dis banque centrale, on est à l'opposé du Centralisé, modèle décentralisé de Je ne Bitcoin. suis pas d'accord avec ça, parce que nous travaillons aussi. Non, mais je pense que nous travaillons par ailleurs, indépendamment de ce projet d'euro numérique pour le grand public. Nous faisons des expérimentations à la Banque de France pour regarder comment offrir notre monnaie, donc toujours l'euro, sur des blockchains dans le cadre du travail fait par les banques principalement pour tokeniser les actifs numériques, donc les titres émis, les dettes d'entreprise ou pourquoi pas dans le futur des dettes d'État. Donc si ces titres tokenisés circulent sur une blockchain, quand on les vend ou les achète, il faut bien une monnaie pour le régler. Donc on travaille par ailleurs sur est-ce qu'il serait possible de mettre l'euro sur la blockchain et donc d'avoir, tout en gardant le contrôle, parce que nous devons garder le contrôle de l'émission de la monnaie, c'est très important pour sa validité et la confiance dans la monnaie, mais il est tout à fait possible, et nous avons déjà mené des expérimentations, tout à fait possible de mettre notre monnaie, l'euro, sur une blockchain et de garder le contrôle de l'émission. Donc, Ça, ce sont des travaux qui se jouent en ce moment en parallèle. Hein, voilà, ça. c'est totalement séparé. Mais tout ça pour dire qu'il faut... La technologie... tout est possible avec la technologie du moment qu'on apporte la sécurité et que la technologie répond à nos objectifs. Pour l'euro numérique grand public, il n'est pas du tout évident que la technologie blockchain soit véritablement nécessaire. D'accord, mais là on est vraiment sur un sujet régalien, un sujet de système critique et de confiance, Juliette Mathieu. Voilà, complètement. Vous pourriez embarquer ces problématiques au sein de confiance.ai ? Alors, aujourd'hui, Confiance.ai ne s'intéresse pas, ou en tout cas n'a pas de connexion avec l'industrie financière. En revanche, pour avoir étudié le dossier sur quelles sont les problématiques que l'on rencontre dans le monde de la banque, il y a énormément de problématiques. Donc, c'est plutôt l'industrie financière qui pourrait utiliser les résultats de Confiance.ai pour proposer de nouvelles solutions à base d'intelligence artificielle. Une main tendue sur le plateau de Smartech. Merci beaucoup à tous les trois, Nathalie Aufovre de la Banque de France, Marc-Henri Desportes de Worldline et Juliette Mathioli de Thales et Confiance.ai. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de femmes tech entrepreneurs. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec les portraits de femmes tech entrepreneurs qui sont dressés régulièrement, chaque mois, je dirais, par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc portrait d'Inès Benamor, qui est patronne d'une Femtech. Une Femtech dont c'est... on va dire une start-up qui s'intéresse aux problématiques des femmes. En particulier, l'application s'appelle Luna et elle aide à diagnostiquer l'endométriose et propose aussi un accompagnement personnalisé des femmes et des jeunes filles aussi avec des conseils, des alertes en temps réel pour le suivi du cycle menstruel. Alors pourquoi avoir envie, Olivia, de nous mettre en lumière Inès Benamor ? Alors, bon, vous avez très bien résumé l'appli Luna. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler d'Inès Benamor ? Inès Benamor, elle a quand même c'est un tourbillon de vie. C'est une fille très sympathique, mais c'est surtout une fille qui a à peine 24 ans. Elle n'a pas encore 24 ans, elle va les avoir ce mois-ci. Elle a déjà cumulé quasiment 10 expériences différentes professionnelles. Ah oui, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant, Ouais. parce qu'elle a commencé à travailler très tôt en parallèle de son école d'ingénieur. Et en fait, Inès a donc ses caractéristiques d'être pleine de vie, mais surtout très ouverte aux opportunités. Et comme elle dit, sa porte d'ouverture, c'est de toujours dire oui. Et donc, elle ne refuse jamais une rencontre, un rendez-vous, une opportunité. Elle a grandi, baignée dans la double culture. Elle est tunisienne. Elle a vécu à Tunis toute sa scolarité. Mais elle était à l'école française. Donc, elle a baigné dans la double culture française-tunisienne. Elle était fan de culture française, d'ailleurs. Donc, elle venait souvent en France, etc. Et elle a commencé à faire sa prépa à l'école Saint-Louis. Ah oui, non, pardon, je passe un peu vite. Mais toute son enfance, elle s'est dit, j'ai 2 passions. Ma première passion, c'est aider les gens. Et ma deuxième passion, c'est inventer, créer avec mes mains. Donc, elle s'était dit, c'est soit ingénieur ou soit médecine. Et elle opte finalement pour ingénieur. Et elle part faire une prépa à Saint-Louis.
à Paris et elle rentre à l'école des mines de Saint-Étienne, où elle va découvrir une spécialité de cette école des mines. Elle est en micro-informatique, mais elle va découvrir une spécialité une micro-spécialité appliquée en biomédecine et neurosciences. Et elle se dit, là, c'est le moment eureka de ma vie où j'arrive à concilier à la fois mes études d'ingénieur et à la fois mes envies de médecine que je n'avais pas assouvies jusqu'à présent. Parfait. Donc voilà, donc c'était parfait pour elle. Elle suit donc les cours à Saint-Étienne, mais elle se dit, ingénieur, c'est sympa, j'adore, mais j'ai besoin de faire un peu plus, j'ai besoin de m'engager. Et elle rencontre Léa... attendez, là, elle rencontre la fondatrice de l'association AIDA. Et elle se dit, tiens, j'ai vraiment envie de m'aider, j'ai vraiment envie de m'investir. Et elle se retrouve avec une valise pleine de jouets pour les enfants atteints de cancer. Donc c'est le but de l'association AIDA, c'est de permettre à des jeunes de s'engager auprès d'enfants atteints de cancer et qui sont hospitalisés justement pour leur maladie. Et donc d'avoir cet accompagnement d'enfant à enfant, en tout cas d'ados, de jeunes à enfants. Et qui est particulier en fait de cette association. Et donc elle se retrouve à l'hôpital de la Timone à Marseille avec une valise de jouets. C'est comme ça qu'en parallèle, elle s'engage avec AIDA. Et alors en fait la particularité donc c'est de toujours dire oui. Donc elle est dans son école d'ingénieur. Elle se dit j'ai aussi envie de créer mon entreprise, etc. Et elle cofonde avec un associé le One Project. One Project, c'est l'idée de faire une rencontre, une personnalité dans un vrai lieu pour renouer avec les rencontres in real life et sortir un peu de l'esprit PowerPoint en amphi où tout le monde regarde et écoute la personne, mais avec une vraie interaction. Elle va jusqu'à pitcher son idée à The Camp, qui est un incubateur du sud de la France, auprès d'investisseurs qui sont très contents et qui apprécient beaucoup le projet. Mais finalement, c'est un projet en parallèle de ses études, donc ça avance, mais pour l'instant, il est mis en retrait. Et elle doit suivre son cursus et faire un stage dans une entreprise. Et elle choisit une entreprise de la Silicon Valley qui s'appelle Vimli, où elle va faire 6 mois de stage en data science, qui est sa spécialité quand même majeure. Et au bout de 6 mois, ils lui disent on vous veut, on vous embauche. On est dans les années Covid, le Covid s'insinue dans sa vie et elle se retrouve à accepter cette embauche parce qu'elle se dit en parallèle de mes études qui sont en distanciel, je peux travailler en distanciel avec Vimli. Et donc elle est engagée en tant que data scientist. Elle est très impliquée dans la vie de la boîte puisque c'est une start-up à l'époque et donc elle s'occupe un peu de régler un peu tous les problèmes. Elle est un peu problem solver. Elle est très problem solver. Et elle fait quoi cette start-up ? Et cette start-up, combine les interactions en fait des gens en entreprise. Donc ça permet de créer des rencontres en entreprise. D'accord, une sorte de réseau social interne. Et donc elle va s'investir beaucoup dans cette entreprise. Elle y reste 2 ans. D'accord. Et elle y met un terme parce qu'elle a envie de passer à autre chose. En parallèle, on lui demande de faire des cours de data science par hasard à Miami. On lui dit tiens, on a besoin d'un C'est elle qui donne des cours. C'est elle qui donne des cours. On lui propose, et donc comme elle dit jamais non, elle dit toujours oui, on lui propose de faire des cours, de donner des cours de data science, parce qu'elle a une particularité. Elle avait déjà un peu appliqué ça pendant son école d'ingé, elle expliquait les cours aux autres étudiants. Elle est dans la conception du je veux pouvoir comprendre avec un âge mental de 5 ans la problématique qui se pose et ensuite la retranscrire aux autres. Donc elle a cette approche qui permet de résumer très très facilement des problèmes et de pouvoir les expliquer facilement aux autres. Donc elle fait quelques cours à Miami et à la suite de quoi elle est embauchée au Jeddah Camp, Jeddah Bootcamp, qui est un bootcamp spécialisé sur toutes ces problématiques tech. Mais alors Luna dans tout ça. Et alors Luna dans tout ça, donc elle est. Et les femtech surtout. Voilà, comment ça arrive ? Luna dans tout ça. Donc elle a fait ses cours l'année dernière. Elle termine ses études là au mois de juin. Et un de ses profs la rappelle pendant l'été, au mois d'août, en lui disant écoute, j'ai pensé à toi. Il y a des cofondateurs d'une appli, d'une start-up dans la femtech. Qui cherchent quelqu'un pour diriger leur entreprise. D'accord. Elle a 23 ans.
Ouais. Et donc, elle dit oui, comme d'habitude. Elle va les voir fin août et elle est embauchée le 1er septembre, au bout de 5 jours d'entretien et de rencontres avec les dirigeants. Elle est aujourd'hui CEO de Luna. Et Luna, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli, en fait, que vous embarquez dans votre téléphone, qui a été cofondée, entre autres, par un docteur spécialisé en endométriose qui s'appelle Charles Chaperon, qui étudie les patientes depuis 15 ans et qui donc a collecté une data, parce qu'en fait, la problématique de l'endométriose, qui est une maladie qui touche les femmes, qui leur donne des règles très douloureuses jusqu'à des problématiques d'infertilité lourdes et graves, et c'est très invalidant pour certaines femmes lourdement atteintes. Il y a plusieurs types d'endométriose, c'est la problématique, justement, et c'est de pouvoir adresser au bon médecin qui sont peu spécialisés ou qui ont été jusqu'à présent peu spécialisés dans cette maladie, qui étaient mal diagnostiqués. Les temps de diagnostic vont jusqu'à 10 ans. Enfin, c'est des errances médicales graves. Et donc, cette appli permet de résumer les 15 ans d'analyse de la data des patientes de Charles Chaperon pour faire un test en quelques questions, vous savez, si vous avez l'endométriose. Merci beaucoup, Olivia Strigari, donc de porter ces sujets importants et de nous faire découvrir ces femmes exceptionnelles dans la tech. Olivia Strigari, des informels à suivre dans Smart Tech. Où va le web ? Donc, dans ce clin d'œil quotidien aux directions possibles que peut prendre Internet, je vous propose de redécouvrir, c'est une rediffusion, Eva Bensadi qui va nous raconter pourquoi un archipel polynésien a décidé de dupliquer son territoire dans le métavers. Dupliquer son territoire dans le métavers, ça paraît fou, mais c'est l'idée de l'archipel des Tuvalu, situé au cœur de l'océan Pacifique Sud, menacé de disparaître sous les flots d'ici 2100. L'archipel polynésien a donc prévu de se dédoubler dans le métavers. Alors, comment ça marche ? Eh bien, cette version virtuelle du petit pays polynésien prendrait la forme d'un jumeau numérique. On en parle normalement pour la réplique virtuelle d'un objet. Ici, ce serait donc carrément un territoire. Il s'agit en fait de cartographier les villes et les paysages des 9 îles qui composent l'archipel dans le domaine numérique. On y inclut ensuite les biens culturels et physiques, bâtiments, ponts, etc. L'objectif ici pour les dirigeants, préserver leur histoire, leur culture, mais aussi leur statut de pays après sa disparition. Oui, leur statut d'État. Au-delà de la préservation du patrimoine historique de l'archipel, sa reproduction numérique et politique, car si Tuvalu disparaît, sa souveraineté et ses droits sur certaines zones économiques pourraient être remis en cause. Le gouvernement se crée alors ici comme une assurance nation numérique. À l'heure actuelle, c'est le premier pays qui a émis l'intention de dédoubler son territoire entier dans le métavers, même si plusieurs initiatives ont déjà été lancées un peu partout dans le monde pour dématérialiser certains services municipaux, par exemple comme la ville de Séoul qui a annoncé l'année dernière le lancement de Metaverse Séoul, un monde virtuel dans lequel les citoyens, par le biais de leur avatar, peuvent obtenir des conseils fiscaux ou demander des documents publics. Mais dédoubler son territoire dans le métavers, c'est donc, je le disais, une première mondiale qui peut créer un précédent technologique, initié donc par la dure réalité du réchauffement climatique. Cette avancée résonne ici comme une dernière option avant d'être submergée. La disparition de l'archipel actuellement situé à 4,5 mètres au-dessus du niveau de la mer contraint ses habitants à trouver un nouveau lieu de vie, jumeau numérique ou non. Et voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. Merci à Olivia Strigari des Informels pour ses portraits de femmes dans la tech. Demain, ce sera justement Eva Bensadi qui vous présentera Smart Tech. Moi, je vais aller filer à l'Open Source Experience.